Et bonjour, alors nous voici dans un tout nouveau vlog livresque après le blitz des vlogs de l'Avent. Et oui, on est de retour en mode vlog d'une semaine, mais j'ai pas perdu la bonne habitude d'ouvrir un vlog en pyjama. Quand même, pourquoi se priver de ce confort? Alors, nous sommes le mardi 24 décembre et je voulais juste prendre le temps rapidement d'ouvrir le vlog parce que évidemment, aujourd'hui, demain, ça va être des journées bien remplies. Pas certaine que je vais pouvoir faire tant de lecture que ça. Mais de toute façon, je vais avoir le temps de vous reprendre au cours de la prochaine semaine. Et aujourd'hui, au menu, on reçoit chez nous ce soir. Donc, c'est mon copain qui est au fourneau. Moi, je vais essayer de faire les autres tâches plus ménagères et enveloppage de cadeaux, etc., etc. Puis, mais peut-être que je vais pouvoir faire ça en écoutant ma dernière case, en fait, entre guillemets, c'est pas une case, mais ma dernière histoire de Miss Marple, donc dans le fameux livre Marple 12 New Stories, d'un collectif d'autrices qui a décidé de rendre hommage un peu à ce personnage mythique d'Agatha Christie que j'adore. Et aujourd'hui, c'est la dernière histoire et c'est The Disappearance de Leigh Bardugo. Donc, je sais pas si ça va être la fin de Miss Marple, mais j'espère que non. Donc, je vais découvrir la plume de l'autrice déguisée en plume d'Agatha Christie, puisque j'ai jamais lu Leigh Bardugo, c'est moins mon genre littéraire absolument. Et voilà. Fait que si j'ai le temps aujourd'hui ou demain, éventuellement, je vous ferai un petit retour sur ça parce que ça va clore en fait ma lecture de ce recueil-là. Donc, je vous ferai un petit retour global sur le recueil. Puis voilà. Alors, sans plus tarder, allez, on lance tout! Et bonjour. Alors, je suis déjà de retour parce que je viens tout juste de terminer la fameuse dernière nouvelle du recueil de Marple 12 New Mystery par un collectif d'autrices. Et c'était celle de Leigh Bardugo et elle était vraiment excellente. Excellente. Encore une fois, ça m'a fait un peu penser à Kate Moss. Dans le fond, c'est-tu Kate Moss qui est allée The Murdering Sword? Oui, je pense que c'est Kate Moss. Dans le fond, on a encore pris Miss Marple comme elle l'était, au cœur des personnages de l'univers de Miss Marple habituel qui a été créé par Agatha Christie. Et on l'a encore une fois inséré après certaines histoires. On fait référence à certaines histoires parce que là, cette fois-ci, Miss Marple va devoir venir à la rescousse de Dolly Bentry. Donc, Mrs. Bentry du fameux livre Un cadavre dans la bibliothèque. Et elle était chez son neveu Raymond West. Une chance qu'il existe, Raymond West, pour faire sortir Miss Marple de son village. Donc, elle était chez son neveu, elle était censée passer un moment là, et Dolly Bantry l'appelle en panique en disant, ben, ceux qui occupent maintenant le manoir, parce que Dolly Bantry avant avait le manoir, à la mort de son mari, dans le fond, elle l'a vendu, mais elle a gardé le droit d'habiter dans un petit cottage qui est adjacent. Donc, elle a dit ceux qui habitent le manoir, dans le fond, l'héritier, le fils en tant que tel, a disparu, puis là, il va se marier bientôt, puis il y a des bijoux qui ont disparu, puis il faut absolument que tu viennes m'aider, on ne peut pas avoir un autre scandale encore dans notre maison, même si c'était plus elle la propriétaire. Donc, Miss Marple, bon, elle était quand même un petit peu aussi fatiguée de Londres et de toute son excitation, mais elle comprend qu'il faut qu'elle aille aider son amie et tout. Donc, on va l'avoir essayer de mener l'enquête. Puis c'est vraiment avec les codes classiques de Miss Marple. Encore une fois, cette fois-ci, c'est une nouvelle qui est, par contre, qui est conçue comme une nouvelle, donc il n'y a pas nécessairement différentes parties. Donc, c'est pas quelque chose qui serait conçu pour un long roman. C'est vraiment une structure, celle-là, comme les short stories que Agatha Christie elle-même a écrites, et mettant en vedette, entre autres, Miss Marple. Et donc, voilà. Donc, c'est pensé pour être court. Y a pas, on n'approfondit pas beaucoup les personnages, mais en même temps, on fait quand même une belle petite tournée. Puis, c'est une enquête assez rapide, qui a une résolution rapide. Mais, quand même, c'est pour ça que je faisais référence. Et je crois que c'est Kate Moss, mais j'ai comme plus de mémoire. Mais je faisais référence au fait que on a fait avancer Miss Marple avec le temps. Donc, Miss Marple va devoir prendre des décisions qui sont, en fait, va devoir avoir des questionnements moraux à se faire, à se poser elle-même. Puis on voit que avec le temps, si le personnage de Miss Marple dans cette nouvelle-là est encore le Miss Marple traditionnel, elle a quand même une évolution, en fait, qui se fait en elle, puis qui va avoir influé un peu sur, finalement, les décisions qu'elle va prendre ultimement.
Donc, j'ai trouvé ça très plaisant. C'est pas ma préférée, mais elle était vraiment bonne, elle était vraiment bien faite. Puis c'est un autre exemple, comme je vous disais, de conserver l'essence, l'esprit du personnage principal, qui est Miss Marple, et le faire évoluer sans nécessairement le dénaturer, mais sans l'enfermer sous une cloche de verre, puis en faisant juste comme une espèce de facsimilé de quelque chose qui était puis qui n'est plus maintenant. Donc, qui peut-être plus dans le fond sa place maintenant. Donc, ouais, bien surprise. J'ai bien aimé la plume de Les Bardugo à la Agatha Christie. Mais voilà. Alors, c'est ce qui conclut mon petit périple à travers ce recueil-là que j'avais vraiment peur de lire. Parce que j'avais peur que ça gâche un peu ma perception de Miss Marple, celle que je connaissais, la Miss Marple d'Agatha Christie. Et ça m'a secoué pas mal les repères, mais je dirais que sur 12 nouvelles, puis absolument, il y en a toujours qu'on n'aime pas dans les recueils de nouvelles, en tout cas moi. Mais là, je dirais que c'était quand même une excellente mouture. Il y en a peut-être sur 12, il y en a peut-être 2, 3 que j'ai vraiment pas vraiment accroché. Une que j'ai pas du tout accrochée, puis peut-être 2 autres que tu sais, c'était correct, mais c'était tiède. Mais le restant, ça m'a toujours mené à un endroit différent, à un endroit qui permettait pour moi de vivre un peu ma fascination que je peux avoir pour ce personnage-là, puis comme ça on pouvait lui donner un peu une seconde vie, mais qui était quand même que c'était probable, disons, et non, tu sais, c'est pas ça qui va arriver, mais que c'était probable ce qui lui arrivait plutôt que juste avoir fait un copier-coller puis la déraciner sans raison et tout ça. Donc, voilà pour ma petite lecture. Et sans plus tarder, je vais me replonger dans mes petites tâches du jour après le grand ménage, d'où ma face encore de matin, mais ce n'est plus vraiment le matin. Et là, je suis rendue plus en mode lutine, n'est-ce pas, du Père Noël. Puis ensuite, je vais avoir d'autres petites commissions à faire. Puis après ça, ben, la visite va arriver. Donc voilà. Alors, je vais peut-être pas vous reprendre aujourd'hui, mais je l'ai au moins quand on dit un petit coucou. Et bonjour à tout le monde. Alors, me voici prête à recevoir la visite avec un rayon de soleil qui me traverse le visage, mais c'est le mieux que j'ai pu faire pour l'éclairage. Alors, je fais un court retour sur la fin du calendrier de l'Avent. Donc, ensemble, on a fait le casse-tête, le dernier casse-tête dans le dernier vlog de l'Avent que je vous ai mis en ligne aujourd'hui. Et j'ai lu le dernier calendrier de l'humour qui était vraiment drôle. En fait, c'est The 12 Days of Christmas. Donc, la fameuse comptine anglophone qui dit en fait qu'est-ce qu'on reçoit pour Noël dans les 12 jours qui précèdent Noël. Il y a beaucoup d'animaux là-dedans, puis des choses un petit peu rocambolesques. Puis en fait, la prémisse, c'est que c'est quelqu'un qui écrit à la personne qui lui envoie ces cadeaux-là. Ça commence avec des perdrix, puis après ça, il y a des cygnes, puis après ça, puis il est comme, j'habite dans un studio, j'ai pas le droit d'avoir des animaux, qu'est-ce que c'est ça? C'est hilarant, c'est vraiment bon, là, j'étais crampée. Bon, ça se finit quand même de côté, ça se termine de façon un peu rude, mais ben c'est ça, c'est excellent. Je trouvais que c'est une très belle relecture, en fait, de cette comptine-là qu'on connaît beaucoup, mais que, bon, peut-être pas de cette manière-là. Sinon, j'ai terminé la lecture de 24 étoiles pour Noël. Et ma foi, ça se boucle tout en un chapitre. Bon, qu'est-ce que j'ai trouvé là-dedans? Écoutez, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce que
comme je vous disais, je trouve que, comme je vous ai dit tout au long, en fait, du moment où je l'ai lu, donc je vous réfère aux 24 vlogs de l'avance si jamais vous avez envie d'en parler. Les personnages sont super bien développés, sont intéressants, ils ont des caractéristiques différentes pour chacun. C'est des peut-être pas des archétypes, ça participe à un principe d'archétype parce que dans le fond, pour que ce soit intéressant, il faut qu'il y ait différentes personnes de différents milieux sociaux, différentes histoires et tout. Mais c'est pas des stéréotypes. On n'est pas vraiment dans les stéréotypes. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Le personnage du concierge qui est Bastien, qui va un peu lancer le bal et tout ça, avec ses grandes idées de faire en sorte que tout le monde se parle dans le building, est intéressant également. Mais il y a comme plusieurs tensions qui vont avoir lieu au fur et à mesure des chapitres. Puis en fait, tout se résout comme dans les 3 derniers chapitres. Puis je suis pas certaine, je sais que c'est un livre de l'avant, donc techniquement c'est un chapitre par jour, c'est ce que j'ai fait. Puis je comprends que la structure doit être différente, mais je pense que même si c'est un chapitre par jour, on n'est pas obligé de faire une mise en place qui dure comme le 2 tiers du livre. Ça aurait pu se faire en comme le tiers du livre. Après ça, il aurait pu avoir les éléments perturbateurs, puis ensuite la résolution. Il me semble que ça aurait été plus intéressant parce que là, j'ai l'impression que ces personnages-là, j'aurais envie de passer plus de temps avec eux, mais qui ont comme été un peu gaspillés parce que tout s'est déroulé vraiment rapidement. Fait que je suis un peu triste. En plus, qu'il se défait. Mais j'aime l'idée. Je vais voir là, si jamais ce genre de truc-là arrive encore. J'ai trouvé quand même que c'était un roman de l'avant qui n'était pas nécessairement dans la romance. Il était dans le feel good. C'est un roman feel good, mais c'était correct. On n'était pas nécessairement dans, comme, je sais pas, les grandes leçons de vie super soulignées. Fait que j'ai trouvé que l'idée était intéressante. La galerie de personnages était intéressante. Où ça allait, c'était intéressant. C'est juste que je trouve vraiment qu'il y a eu une grosse faille au niveau de la construction. En fait, des ratios de comment la trame a été construite, puis comme combien de temps on a vraiment consacré à la mise en place, puis j'ai trouvé que ça a vraiment créé un déséquilibre pour le restant de l'histoire. Alors, voilà. Sinon, je vais vous mettre un peu, je vais me tasser un peu parce que je suis encore vraiment dans la lumière. Bon, je vais mettre un peu quelques images, mais la lutine que je suis a emballé un cadeau de Noël. Et là, c'est correct parce que de toute façon, la personne qui va le recevoir va l'avoir reçu. Et quand ce vlog-ci va être mis en ligne. Et comme vous allez pu voir, c'est le petit lapin blanc. Le lapin blanc en retard. C'est le livre écrit et illustré par Benjamin Lacombe chez Margot Éditeur. Donc, je vais vous mettre des petits inserts que j'ai mis d'images. Je l'ai lu. Je me suis permis ça avant de l'emballer. De toute façon, la personne qui le reçoit aussi, des fois, faisait ça. Donc, ça va, je me sens pas mal à l'aise. Et parce que j'étais bien curieuse de voir qu'est-ce que ça allait donner. Parce qu'habituellement, Benjamin Lacombe, on l'a connu en adaptation de contes par lui-même, mais on a beaucoup connu ses collaborations avec Sébastien Pérez. Et c'est souvent Sébastien Pérez. En fait, c'est Sébastien Pérez habituellement qui fait les textes, puis Benjamin Lacombe qui fait les illustrations. Puis des fois, le retour au texte par un illustrateur, ça se passe pas toujours comme prévu. Et dans celui-là, en fait, ce qu'on va suivre, c'est l'histoire du lapin blanc, qui est toujours en retard dans Alice au Pays des Merveilles. Donc, un lapin qui, depuis qu'il est né, est toujours en retard. Donc, il est né au Pays des Merveilles. Mais tu sais, il est même né en retard. Tous ses frères et sœurs étaient nés. Puis lui, il est comme resté dans le ventre de sa mère. Puis à un moment donné, il est sorti. Puis il voulait manger, mais il ne pouvait plus parce que sa mère, ça faisait tellement longtemps que le lapin était né qu'elle n'avait plus de lait dans ses têtes. Et puis, bon, ça continue comme ça. Il est en retard à l'école et tout. Puis éventuellement, ben, il va finir par travailler pour la Reine de Cœur. Et éventuellement, il va finir par rencontrer quelqu'un. Donc, c'est intéressant. J'aimais l'idée. J'aime l'idée, j'aime les personnages qu'il va rencontrer, ça va vraiment être les personnages d'Alice au Pays des Merveilles, mais vu du point de vue du lapin, avec toujours l'espèce de préjugé sur la personne en retard. Donc, ça aussi, c'est intéressant, étant même quelqu'un qui finalement est toujours pas mal à la dernière minute, ou même en retard. J'ai trouvé que c'était intéressant de voir comment il allait le présenter. Et évidemment, les illustrations de Benjamin Lacombe qui sont toujours mais merveilleusement sombre ou terriblement étrange, mais quand même attachante. Pour rappel, c'est lui aussi qui avait fait les illustrations sur les éditions chez Actes Sud Noir des livres de Camilla Lackberg dans les petits camés. Là, il y avait comme une espèce de ovale, puis effectivement, c'est lui qui faisait les illustrations. Donc, c'est toujours un peu touchant mais grinçant, des enfants qui sont des grands yeux candides, mais avec du rouge autour, dans le sens des yeux rougis, là, pas autre chose.
Donc, c'est toujours ça qu'il fait, puis ça va très bien avec, en fait, quand il fait des relectures de contes. Donc, j'ai bien aimé comment ça a été revisité, qu'on ait le passé du lapin, pourquoi il s'est rendu là, qu'est-ce qui s'est passé, puis ensuite la dernière rencontre qu'il y a eu. Par contre, le récit m'est apparu un peu décousu. Donc, j'en parlerai avec la personne qui va le recevoir. Mais le récit m'est apparu un peu décousu, comme s'il y avait eu plein d'idées, mais qu'il y avait peu de liens entre. C'est comme si chaque double page était un peu une histoire en soi, mais comme une tranche de vie. Mais en même temps, ça se veut une histoire suivie, on dirait, même si c'est sur la vie complète du lapin. Ou en tout cas, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé dans les transitions qui faisait que des fois, j'avais l'impression, en fait, je suis revenue il y a 2 fois où je suis revenue à la page précédente parce que je me disais, il manque-tu des pages? Donc, ça donne un peu une idée. Mais bon, sinon, c'était correct. Puis, ben, c'est sûr que c'était agréable. Les illustrations nous racontent une histoire de toute façon, sans même avoir besoin de mots. Et, euh, et je me suis beaucoup attachée au petit lapin en retard, à qu'est-ce qui amenait en fait aux autres. Évidemment, on va découvrir que finalement, le lapin, s'il est en retard, c'est peut-être parce que c'est comme un grand créatif, puis quelqu'un qui a une grande imagination. Et que finalement, ça fait en sorte que la vie est quand même meilleure pour les autres. Donc, ceci explique cela. Mais ça j'ai trouvé ça vraiment chouette, comment ça a été amené. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a comme c'est en principe en tranche de vie, c'est comme si même l'espèce de péripétie, comme si c'était des tranches de vie, il n'y aurait pas eu comme un élément perturbateur ou un élément déclencheur. Il serait censé avoir juste un enchaînement de tranches de vie. Puis là, il y a quand même eu un élément déclencheur de quelque chose, qui globalement, c'est ça, de par quelque chose de positif. Mais en même temps, si c'est le cas, il manque vraiment des morceaux à cette histoire-là. Fait que je me suis quand même un petit peu ennuyée de Sébastien Pérez parce que lui, il a vraiment un grand talent pour compter, pour justement faire en sorte que ce genre d'histoire-là puisse, disons, s'épanouir au mieux. Là, c'est comme si c'était, pour moi, ça semblait plus à une ébauche ou un enchaînement de tableaux super intéressants qu'on aime. Puis c'est peut-être ça, si on le prend comme ça, tant mieux. Mais il y a un petit quelque chose dans l'histoire qui m'a dérangée, mais j'espérais que ce ne serait pas comme ça. Mais en même temps, je m'attendais à ce que ce soit ça parce que, comme je vous dis, mon expérience des illustrateurs qui retournent au texte, ça se passe pas toujours. Ça se passe bien des fois, mais souvent, il y a quelque chose qui se passe. Évidemment, c'est à force de pratiquer aussi. C'est sûr que si on est quelqu'un qui on a toujours illustré les textes des autres, ou en tout cas, on illustre le plus souvent le texte des autres, puis que soudainement, on se met à écrire notre propre texte, bien, c'est sûr qu'il faut reprendre un peu justement les plis, pas les plis, mais les bonnes pratiques. Puis là, de ce côté-là, je sais pas pourquoi, c'est comme si. Puis c'était quand même assez long, fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de tranches de vie. Puis j'ai l'impression vraiment qu'il me manquait pour moi un fil rouge. Bien, je sais que c'est la vie du lapin blanc, puis c'est qu'est-ce qui finalement fait en sorte que le lapin blanc est en retard, mais que, dans le fond, c'est pour le bien, en fait, de l'ensemble de la société. Donc, le fil rouge était là, mais c'est comme s'il a fallu qu'il soit expliqué en mots à la fin, un fil rouge comme ça. Puis, pour moi, un fil rouge qu'il faut qu'on explique, c'est parce qu'on pense que le lecteur n'est pas capable de faire le lien. Puis, s'il n'est pas capable de faire le lien, c'est peut-être parce que le fil rouge n'était pas assez présent non plus dans l'histoire. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé les illustrations. J'ai vraiment aimé l'idée de faire cette espèce de biographie-là du lapin en retard. Mais pour moi, il a manqué un petit quelque chose. Aïe aïe, excusez, je me suis fait morte par mon chat. Pour moi, il a manqué un petit quelque chose vraiment dans la structure du récit. Il y a quelque chose qui était quand même un peu plus maladroit. Puis ça m'a un petit peu dérangé. Donc voilà. Alors sur ces bonnes paroles, je vais vous quitter vu que j'ai l'œil à moitié fermé avec la lumière dans la face. Puis ben, on se revoit dans les prochains jours quand j'aurai une nouvelle lecture à mettre sous la dent. Mais je voulais quand même faire la petite conclusion avec vous de ces calendriers de l'avant-là. Et puis voilà. Alors, ben, à tout bientôt! Hey, bonjour tout le monde! Alors, bon matin de Noël. Nous sommes le mercredi 25 décembre. Et je vous reprends parce que je viens juste de terminer d'écouter le dernier chapitre de How Winston Delivered Christmas. Et c'était excellent. C'est vraiment la meilleure histoire de Noël dans l'absolu que j'ai lue. Et en plus, c'est vraiment un roman de l'Avent qui est vraiment parfait, bien construit. Chaque chapitre fait avancer les choses, mais dans le fond, on sent qu'on pourrait le lire d'un coup puis que ça serait une histoire qui se tient, qu'on n'a pas l'impression que dans le fond, ça a été bâti juste pour créer une attente à la fin de chaque chapitre puis que là, dans le fond, les gens veuillent
le lire. C'est vraiment parfait. Puis il y en a un second, puis c'est sûr que c'est mon roman de l'Avent de l'année prochaine. Sûr et certain. Vraiment, là, si jamais vous n'avez pas, je sais qu'on est le 25, là, mais c'est encore le temps un peu pour lire ça. Ou en tout cas, si vous voulez garder cette idée-là pour des enfants de votre entourage ou des grands, c'est pas grave. How Winston Delivered Christmas, puis il a été traduit aussi, c'était, qu'est-ce que je vous disais, non? Je ne sais plus c'est quoi en français, mais je vais vous mettre la vignette. Ça vaut le coup, puis moi, je pense que je vais me l'acheter en livre pour l'avoir à la maison. Vraiment, ça vaut la peine. Oh, c'était trop cute. J'ai vraiment aimé ça. Puis bon, c'est sûr, c'est vraiment de jeunesse. Puis comme je vous dis, c'est sûr que techniquement, à part le fait que ça peut être pour les grands au cœur tendre, mais je dirais que ça va attirer potentiellement, attiser la curiosité de peut-être un enfant dès 6 ans, même dès 5 ans, s'il y a une bonne concentration. Puis je pense que pour ceux qui peuvent encore rêver à tout ça, ça peut aller jusqu'à ce que les jeunes veuillent continuer à rêver à tout ça, mais c'est super bien construit. Même comme lecteur adulte, comme je vous disais, on se dit toujours comment il va gérer ça, l'affaire du Père Noël et tout. Puis finalement, il a vraiment bien géré ça, sans défaire le mythe du Père Noël. On a une contrainte de temps, parce que ça se passe tout dans la veille, à la veille de Noël, donc le 24 décembre. C'est vraiment bien écrit. C'est une plume que je suis pas certaine que j'avais déjà découverte, une plume jeunesse, puis j'adore ça. Je vais en lire d'autres s'il y a autre chose que ça, mais c'est clair que ça fait partie de mon premier achat peut-être de 2025 ou même dans le temps des fêtes, là, parce que j'ai goût juste de flatter le livre parce que je l'ai trouvé trop bon. Alors voilà, c'est mon petit avis express du matin de Noël avec sur fond de sapin. Sur ce, je vais me mettre à la popote parce que j'ai un peu de cuisine encore à faire pour aujourd'hui. Puis on se reprend quand je peux. Bonjour. Alors, chouette petite course marche le lendemain de Noël avec la neige dans les cheveux, comme vous pouvez voir. Oh, c'est chouette. Il fait super froid, mais c'est vraiment chouette. J'espère que ça vous a plu un peu de paysage enneigé. C'est super charmant. Je me demandais si j'allais sortir aujourd'hui parce qu'il y a un avertissement de smog, mais c'est pas si pire que ça. Je me suis dit que j'allais faire une courte durée. Allez, je continue ça, puis on se reprend plus tard. Et bonjour! Alors, je suis de retour de ma course. Alors, 26 décembre aujourd'hui, après 2 jours de socialisation, je prends une pause. Alors, je suis allée courir, il faisait super froid, mais on était bien. Ma tronche post-course, post-douche. Puis là, ben, je voulais vous m'installer ailleurs, mais comme vous pouvez voir ici, il y a des moustaches qui ont décidé que j'allais pas bouger pour les prochaines minutes, heures, ça va dépendre. Et je voulais vous dire que j'ai finalement décidé de commencer une nouvelle lecture après avoir tergiversé. J'avais envisagé de lire le... En anglais, c'est The Jigsaw Murder. C'est comme le 3e tome, je pense, de Alexandra Benedict. Ou le deuxième. Le deuxième, en tout cas, peu importe. Un des romans qui était fait par Alexandra Benedict qui se passe toujours dans le temps de Noël. Puis j'ai hésité, Alexandra Benedict, ça a beaucoup passé sur les réseaux, ça avait l'air intéressant, mais comme il y avait toujours un mais quand les gens en parlaient. Et là, dans le fond, récemment, j'ai vu Laurence Readings qui en parlait, ça avait l'air super prenant, donc je me suis dit, je vais l'essayer. Puis j'avais même téléchargé sur mon téléphone en emprunt pour l'écouter, mais j'ai changé d'idée. Je sais pas pourquoi, j'avais pas envie d'être déçue. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais me prendre? Et j'ai décidé de lire mon premier Michael Morpurgo. Oui, je sais, j'ai Michael Morpurgo plutôt, là, mais je sais que c'est quelque chose auquel je voulais remédier. Cette absence de Michael Morpurgo dans ma culture littéraire. Et j'avais reçu un livre dans les boîtes Cube. J'ai été abonnée pendant quelques temps.
J'avais Cube ou Once Upon a Book, je me souviens plus. C'est peut-être Once Upon a Book. Ouais, Once Upon a Book. Et il m'avait envoyé ça, selon des critères que j'avais dit. Et c'est Le mystère de Lucy Lust de Michael Morpurgo. Je pense qu'ils ne veulent pas focusser à cause de mon chat. Voilà. Et je l'ai ici en édition Folio Junior. C'est une traduction. Puis j'ai commencé à l'écouter. Finalement, c'est la version audio est super intéressante. Donc, je vais voir. Là, je pense que je vais la continuer en français parce que dans le fond, comme je l'ai en français, je vais lire en parallèle en papier puis en audio. Puis c'est pas dérangeant vraiment, là, ça va. Là. Donc en anglais, c'est Listen to the Moon, ça s'intitule comme ça. Et je sais pas si. Oups, mon chat vient de trouver ah, la petite chouette de le petit pompon de mon marque-page. Alors, ça se passe sur une île au sud de l'Angleterre. J'ai oublié la quatrième de couverture. Ça va être beaucoup moins compliqué. Mai 1915, sur une île au sud de l'Angleterre, un pêcheur et son fils découvrent une jeune fille blessée, à bout de force et à peine capable de parler. D'où vient-elle? Est-elle une sirène? Le bruit court que c'est une espionne au service des Allemands. De l'autre côté de l'Atlantique, le paquebot Lusitania quitte New York. La jeune Mary s'est embarquée sur le géant des mers pour rejoindre son père blessé au combat et hospitalisé en Angleterre. Là, je pense que je me suis peut-être fait gâcher quelque chose. Non, je pense pas. Je pense que c'est comme une histoire, pas en emporte-pièce, mais ça se passe dans deux temporalités. Pas dans deux temporalités, mais dans deux lieux. Ouais. Donc, parce que dans le fond, ça dit que ça fait. C'est inspiré par le naufrage de Lusitania. Et ça m'intéressait vraiment beaucoup. Ça a remporté le prix Sorcière en 2016. Si vous ne connaissez pas les prix Sorcières, en Europe, c'est connu, mais au Québec, c'est un peu comme... Je dirais que c'est un peu l'équivalent du prix des libraires jeunesse au Québec, avec vraiment, on dirait, un souci que ce soit de souligner l'originalité des formes, des contenus, du style et tout ça. Un peu plus d'accent là-dessus, mais c'est quand même déjà le cas aussi pour le prix des libraires. Donc, c'est un petit peu l'équivalent. Fait que quand on a un prix social d'habitude, c'est quand même bon signe. Mais là, de toute façon, je savais que c'était Michael Morpurgo. Donc voilà. De toute façon, juste sur la couverture, vous voyez qu'on dirait vraiment que c'est en deux temporalités. Là, ici, on voit sans doute l'île d'Angleterre avec mon chat ici, l'île d'Angleterre. Puis en haut, New York avec la Statue de la Liberté et le Lusitania. Donc, alors voilà, c'est en cours. Je le lis. Je suis comme maintenant ça me plaît. Je suis pas rendue très loin. Je suis rendue au chapitre 4, je pense. Je m'excuse, il faut juste que je camoufle mon marque-page, parce que comme vous pouvez voir, Madame Moustache ici est super intéressée. Et voilà, je vais sans doute me lancer là-dedans, lire un petit peu, puis je vais vous revenir quand je vais en avoir un petit peu plus à vous en dire. Et voilà, c'était tout pour ce petit topo. Allez, à tout bientôt. Et bonjour. Alors, me revoici dans mon nouveau fauteuil à oreilles. Oh! C'est pas le mien, c'est le nôtre, mais on en a déjà eu un pendant longtemps. Puis ça faisait longtemps qu'on disait qu'on en voulait un, puis là, finalement, on a décidé que ça serait une surprise du temps des fêtes. Alors, je l'inaugure aujourd'hui, parce qu'on l'a eu hier, en lisant un roman graphique avant que j'aie à le rapporter à la bibliothèque. Parce que aujourd'hui, mon copain reçoit des amis à la maison, puis je pourrais rester, mais je décide de partir sur la trotte parce que bientôt, on va avoir un phénomène météo au Québec. Il va y avoir du verglas beaucoup dans 1 ou 2 journées. Puis je vais peut-être moins avoir envie de me déplacer. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, c'est la journée pour le faire. Et j'ai décidé de faire une démarche de potentiellement aller m'abonner à une nouvelle bibliothèque. Oui, je sais. J'ai comme une collection d'abonnements. Donc, en tant que non-résidente. Et une bibliothèque qui était un petit peu plus près de chez moi que celle à laquelle je suis abonnée volontairement aussi, là, qui est à Saint-Jean, qui est comme à 1 heure de chez moi quand même. Oui, je sais. Puis l'autre, dans le fond, était peut-être à 40 minutes de la maison. Mais c'est surtout que c'est une bibliothèque qui a été rénovée il n'y a pas longtemps.
qui a l'air d'avoir une ambiance super intéressante. J'en entends parler depuis vraiment longtemps. C'est juste qu'on dirait que j'étais comme super attachée à la bibliothèque de Saint-Jean parce que leur sélection de nouveautés, comme c'est un réseau de bibliothèques, qui ont 3 bibliothèques, ils ont vraiment les nouveautés en continu d'avoir un gros budget de développement de collection, ce qui fait que pour quelqu'un comme moi qui suit les gens, qui suit pas mal le BookTube, Bookstagram, avec peut-être des livres qui sont plus européens, donc qui arrivent ici un peu plus tardivement, ben, quand je veux avoir accès aux nouveautés sans nécessairement avoir à les acheter, j'avais presque jamais de délai, dans le fond, d'accès par rapport au réseau des bibliothèques de Saint-Jean. Là, c'est une bibliothèque qui est unique, mais ont quand même l'air d'avoir une bonne sélection. Puis moi, ma façon de vérifier vraiment, c'est qu'est-ce qu'ils ont en roman graphique. C'est niaiseux, mais c'est là qu'on voit un peu c'est quoi un petit peu plus l'approche de la bibliothèque. Donc, ils n'ont pas la sélection aussi approfondie qu'à Saint-Jean, mais il semble avoir vraiment des points de repère qui me conviennent. Donc, je pense que je vais faire un test pour une année. C'est des frais annuels. Donc, je vais faire un test pour une année. Puis, on verra pour la suite. Est-ce que je reste abonné à Saint-Jean ou j'arrête justement pour un an? Puis là, avant que vous posez des questions, peut-être que vous vous en poserez pas, mais la raison pour laquelle je dis qu'il y a des frais d'abonnement, c'est pas parce qu'au Québec, c'est gratuit l'abonnement à la bibliothèque. En fait, ça doit l'être. Mais absolument, c'est réservé. En fait, les bibliothèques sont gérées au niveau municipal. Donc, absolument, la bibliothèque est gratuite pour les résidents de la ville. Mais dès qu'on sort de la ville, donc on ne paye pas de taxes foncières à cette ville-là, ben, en fait, on peut s'abonner dans la plupart des cas, mais il faut payer un frais. Donc, un peu comme le prorata, en fait, de nos taxes. Donc, c'est pour ça que je parle de frais pour la bibliothèque. Mais juste pour vous dire qu'en temps normal, on a accès gratuitement aux biblies. Dans mon village, j'ai une bibli, je suis abonnée gratuitement. C'est juste que c'est une bibli avec une toute petite collection. Donc, j'y vais de temps en temps pour essayer de soutenir justement la bibli, mais c'est pas nécessairement là où je prends la majeure partie de mes documents. Alors voilà, c'est l'histoire super longue pour vous dire que je dois lire un roman graphique, mais j'aimerais ça le lire avant de le rapporter. Et c'est la fameuse adaptation en roman graphique de Oscar et la Dame Rose, qui est adapté du roman d'Éric Emmanuel Schmitt, et c'est adapté par Vincent Zabu et Valérie Vernet, c'est chez Albin Michel. Et je vous disais que j'avais commencé, mais je vous disais, ça fait un bout, ça fait une couple de vlogs que j'ai dit ça, je pense même que c'était avant les vlogs de l'avant. Et je disais que j'étais attirée par le visuel potentiellement, l'idée de l'adaptation de cette BD-là, surtout je trouve qu'elle s'y prête beaucoup. Mais on dirait qu'il y avait vraiment une grosse adaptation. Donc, dans le sens que même là, on changeait même le lieu où ça se passe. En temps normal, ce roman-là se passe dans un hôpital. Et là, ça se passait chez la fameuse Dame Rose, qui est une espèce de bénévole, en fait, qui va visiter les enfants à l'hôpital lorsqu'ils sont très malades. Donc là, on dirait que ça me bousculait, mais dans le fond, je ne sais pas pourquoi ça m'a bousculé. Donc, je vais me lancer dedans. Puis juste pour vous remettre un petit peu en contexte, pour ceux qui ne l'ont pas lu, dans le fond, voici la 4e couverture de l'adaptation BD du roman d'Éric Emmanuel Schmitt. Sur sa terrasse, une douce soirée d'été, Mamie Rose relit les lettres qu'Oscar a écrites à Dieu. Elle sourit en pensant à ce petit garçon dont elle fut si proche. « Bonsoir, Mamie Rose. » La vieille dame relève la tête. « Oscar, c'est amusant. Je songeais justement à toi. » La tendresse entre ces deux-là est infinie. L'un exprimant toute sa colère face à l'injustice de la maladie, l'autre camouflant ses sentiments sous sa brusquerie d'ancienne catcheuse. Donc, je comprends mieux, là, si j'avais lu la 4e, peut-être que j'aurais mieux compris, c'est qu'en fait, la prémisse de la BD, c'est que la Mamie Rose relit ses lettres, donc elle va sans doute pouvoir faire revivre des moments, sauf que ce que je comprends, c'est que le fameux Oscar souvenir, disons, le souvenir d'Oscar, prend un peu vie quand elle lit les lettres, entre guillemets. Donc, c'est peut-être pour ça que ça se passe chez elle, puisqu'elle relit les lettres. Voilà. Donc, je m'y plonge, je lis ça, puis je vous reviens. Et me revoici. Alors, c'est quand même une lecture douce. Je suis bien contente de l'avoir lu. Pour moi, c'est une toute autre histoire, en fait, cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un peu un tome compagnon à Oscar et la Dame Rose, parce que, en gros, on va suivre la Dame Rose, qui est la bénévole qui est allée accompagner Oscar dans ses derniers jours de maladie. Et
elle va raviver ses souvenirs de ce moment-là passé avec Oscar parce qu'elle est elle-même en fin de vie. Donc, ça se passe comme après, dans le fond, la Dame Rose. Puis, c'est le souvenir de ce qu'elle a vécu avec Oscar, puis les échanges qu'ils ont eus, puis les lettres qu'elle l'a convaincu d'écrire. Bon, il y a quand même un côté très... la spiritualité, religion assez fort quand même. Mais bon, l'auteur Éric Emmanuel Schmitt, c'est ouvertement qu'il est comme... pour lui, c'est important. Mais comme c'est dans le contexte de fin de vie, moi, je le prends plus pour... moi, c'est moins c'est moins ma voix que j'emprunte, mais je prends plus comme, justement, essayer de faire confiance à qu'est-ce qui va se passer par la suite. Mais bref, c'est par le biais de ce qu'elle va se remémorer, les lettres que Oscar a écrites à Dieu, qui était en fait une façon d'exprimer comment il se sentait finalement dans les derniers jours, qu'elle-même va un peu comme refaire le bilan sur sa vie, puis ne va pas être toute seule. Elle va se sentir moins seule dans sa fin de vie. J'ai adoré les dessins, vraiment, c'est super. Là, vraiment, c'est Valérie Vernet, je pense, qui se les fait. Ouais, Valérie Vernet. J'ai vraiment adoré les dessins, comment c'est composé aussi. Il y a des parties qui sont quand même avec du sans-parole. C'est comme un peu éthéré, mais avec des petits traits noirs pour préciser. Donc, c'est pas de l'aquarelle, mais ça fait comme un peu penser à ça. C'est intéressant. C'est comme si ça nous plonge dans un univers qui est entre le réel et l'inconnu. Puis, je pense que c'est tout à fait adapté pour Oscar et la Dame Rose. La seule chose que je me pose comme question, parce que, bon, moi, je connaissais l'histoire, c'est si on n'a jamais lu Oscar et la Dame Rose, moi, je le perçois vraiment comme un tome compagnon. Comme si on revisitait Oscar et la Dame Rose. Mais si on n'a jamais lu le roman d'Éric Emmanuel Schmitt, je ne sais pas si les souvenirs qui sont ravivés, parce qu'évidemment, ça reste une adaptation BD, fait qu'il a fallu qu'ils fassent des choix là aussi dans qu'est-ce qu'ils gardaient dans les souvenirs. Ils vont ramener la plupart des journées qui sont rapportées dans Oscar et la Dame Rose, mais ils ne peuvent pas tout raconter, c'est sûr, l'adaptation et tout. Là, je me suis dit, mais quelqu'un qui n'a jamais lu Oscar et la Dame Rose, est-ce qu'il va s'y retrouver? Parce qu'en fait, là, l'accent est mis plus sur la Dame Rose que sur Oscar. Alors que dans Oscar et Dame Rose, évidemment, l'Oscar. L'accent est mis sur Oscar. Puis c'est chouette, c'est deux choses complètement différentes pour moi. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste deux choses différentes. Fait que, ben, c'est ça. La seule question que je me pose, c'est que c'est ça. C'est la façon dont c'est présenté. Tu sais, ça s'intitule Oscar et la Dame Rose, d'après Emmanuel Schmitt et selon Vincent Zabu et Valérie Vernet. Puis c'est correct, c'est un autre angle qu'ils ont choisi, mais en prenant un autre angle, ils ont quand même réinventé un peu une histoire qui se passe par après, tout en intégrant le contenu de l'histoire originale. Puis ben moi, je trouve ça intéressant, mais à ce moment-là, j'aurais peut-être pas appelé ça Oscar et la Dame Rose. Je sais pas si vous comprenez, là, c'est comme, pour moi, c'est pas une adaptation, c'est plus comme un spin-off un peu, mais c'est super bien fait. Juste pour les visuels, ça vaut vraiment le coup. En termes d'adaptation, de scénario, c'est correct, on est dans la simplicité, puis c'est sûr que, comme on fait référence à un roman, c'est toujours plus difficile de savoir qu'est-ce qu'on va choisir ou pas de mettre comme moment, mais là, dans le fond, on en a choisi. Ceux qu'on a choisis, je trouve que c'est une bonne sélection, mais c'est super touchant, de suivre la Dame Rose dans ses questionnements par rapport à sa fin de vie. Ça nous amène vraiment à voir autre chose. Mais comme je vous dis, moi, je l'ai plus vu comme si c'était l'angle du proche aidant. C'est comme un peu ça qui... Ben, elle, c'était pas une proche, mais elle est devenue proche d'Oscar, là, mais c'est l'angle du proche aidant, puis l'angle de la vieillesse, puis la solitude qui peut arriver, qui peut faire en sorte qu'on peut terminer ses jours en solitude. Mais c'est pas nécessairement triste. Pour moi, la dimension de religion-spiritualité est encore plus mise de l'avant dans la BD. Puis ça m'a un peu dérangé. Ça m'a un peu plus dérangé dans la BD que dans le roman. En même temps, c'est cohérent avec les personnages, c'est pas ça le point. Mais je me suis rendu compte que c'était très, très, très présent. Pour vrai que j'avais moins eu cette conscience-là pendant que je lisais le roman. Je le savais, là. Il écrit à Dieu, c'est pas ça. Mais l'ordre dans la BD, je trouvais que ça faisait un peu étrange. Mais en même temps, quand on a lu le livre, c'est pas étrange. Mais si, par exemple, comme je vous disais, je suis une nouvelle lectrice de ça, peut-être que j'aurais fait comme
c'est donc bien intense au niveau religion. Mais bon, bref, si jamais c'est la première fois que vous lisez Oscar et la Dame Rose dans l'adaptation BD, sachez qu'en fait, c'est vraiment intéressant d'avoir lu le roman avant d'avoir lu la BD pour avoir un peu plus une idée du contexte. Alors voilà, c'était ma petite lecture du jour. Et je vais désormais pouvoir aller les rapporter pour que d'autres personnes puissent y avoir accès. Puis ben, j'espère vraiment aujourd'hui avoir l'énergie, je suis un peu fatiguée, je suis vraiment fatiguée tout le temps, d'aller m'abonner à la nouvelle Bibli. Parce que je suis toujours comme, je suis un peu excitée. C'est comme si je partais de 2025 avec une nouvelle identité. Là. Je vais essayer de voir ça parce que je suis un petit peu tannée de faire le trajet pour me rendre à Saint-Jean, même si j'aime beaucoup la sélection. Puis là, ben, celle-ci n'est pas tant moins loin, mais quand même, c'est plus comme dans mon coin. Puis je me dis que ça pourrait quand même être une bonne idée de découvrir un autre lieu, en fait, que ceux de Saint-Jean. Donc, voilà. Alors, sur ces bonnes paroles, je vous dis à tout bientôt quand je vais avoir d'autres trucs à vous raconter. Hey, bonjour! Alors, je vous reprends en ce samedi 28 décembre, milieu d'après-midi, mais on approche de la noirceur, donc j'en profite pour profiter de l'éclairage naturel. Ça se peut que ce soit un petit peu, qu'il y ait un grain un peu gros dans le film, mais ça ne peut pas de sortir tout l'équipement parce que je viens de terminer ce fameux livre inoubliable, Le mystère de Lucy Lust de Michael Morpurgo. Je l'ai finalement écouté et lu en version originale. Oui, je sais, j'avais dit que j'allais pas le faire. Et en version originale, ça s'intitule Listen to the Moon, qui est complètement différent de, évidemment, la version française. Alors, c'était vraiment, vraiment excellent. J'ai été soufflée. Ben, c'est mon premier Michael Morpurgo. C'est définitivement un auteur qui a un don pour raconter. C'est un roman historique, dans le fond. Techniquement, qui se destine à un public jeunesse, mais comme c'est quand même une histoire qui tourne finalement de près ou de loin autour du désastre, en fait, du Lusitania qui avait été abattu par un sous-marin allemand en 1915. Il me semble que c'est ça au début, hein? 1915, c'est au début de la Première Guerre mondiale. Oui, 1915, au large, en fait, des îles britanniques. Ben, disons que ça reste quand même que comme que même si on va suivre principalement le personnage de Lucy Lust, ainsi que les personnes qui vont, je sais pas si on en parle en arrière, je vais pas trop vous divulgacher. Oui, en fait, ainsi que le pêcheur et son fils, donc Jim et Alfie, qui vont l'avoir finalement retrouvée alors qu'elle était presque à l'article de la mort sur une autre île qui n'est pas trop loin de l'archipel des îles de Scilly. C'est sûr que c'était à hauteur d'enfant ado. Je pense, on ne parle jamais de son âge. Je pense qu'elle a peut-être 12 ans ou quelque chose comme ça.
Mais en même temps, ce que le personnage principal, qui aussi potentiellement, on voit que c'est une enfant qui a été traumatisée, qui a vécu un traumatisme tellement grand qu'elle n'arrive plus à se souvenir de qui elle est, puis elle n'arrive plus non plus à parler. Donc, pour moi, ce niveau de traumatisme-là n'a pas d'âge. Malheureusement, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Et ben, comme le fait que ça n'a pas d'âge, ben, je considère que c'est pas. Techniquement, c'est considéré comme de la littérature jeunesse. Puis c'est vraiment parce que le point de vue est vraiment au niveau des deux personnages, ben, Lucy puis Alfie, qui est comme le fils du pêcheur qui l'a retrouvé. C'est à leur niveau à eux que l'histoire est racontée. Mais en même temps, ça n'empêche pas qu'on a quand même une alternance entre le présent qui se passe en mai 1915 et un tout petit peu plus tôt, dans le fond, on va suivre une jeune femme, une jeune fille qui s'appelle Mary et qui va partir de New York pour se rendre en Angleterre pour voir son père qui est blessé dans la Première Guerre mondiale et qui va emprunter le Lusitania. Donc, il va y avoir une alternance quand même entre retour dans le passé, le passé proche et le temps présent de la narration. Et c'est super bien fait. Les personnages, on y croit, on s'y attache ou on les déteste parce qu'on est vraiment dans une communauté qui est minuscule, une communauté qui est isolée et qui a le cœur grand comme la main, mais qui malheureusement n'a pas nécessairement vu beaucoup de choses autres que qu'est-ce qui se passe sur l'île, ce qui fait qu'il y en a qui ont beaucoup comme l'esprit un peu avec des œillères, puis c'est pas super non plus. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup penser comme ambiance à, disons, l'ambiance d'Avonlea sur l'île du Prince-Édouard dans Anne la Maison au Pignon Vert. Et à la limite, la plume m'a aussi un peu fait penser à ça quand même. Il y avait quelque chose de, comme ça se passe sur une île isolée, il y a quelque chose de la nature qui prend beaucoup de place, la nature qui amène les personnages à vivre des émotions, puis peut-être à se retrouver d'une certaine façon sans être capable nécessairement de mettre tout ça en mots. Il y a quelque chose de la plume de Simone Montgomery, puis de l'ambiance de peut-être la série Anne, la maison au pignon vert, peut-être même plus quand il déménage à Four Winds, ou même la série de Émilie la Nouvelle Lune. Donc, pour ceux qui ont aimé Anne, la maison au pignon vert, je dirais que même si c'est pas du tout pareil, parce que c'est vraiment plus une dimension roman historique, mais il y a quelque chose de similaire. Donc, j'ai vraiment adoré ça. J'ai fini par passer en langue originale, pas parce que la traduction était pas bien faite, elle est très bien faite, ça m'a pas choqué du tout. Donc, si jamais vous voulez lire en français, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si je peux avoir le nom de la traduction. Diane Ménard, donc la traductrice. Donc, vraiment un super travail de traduction. C'est juste que comme ça se passe quand même sur les îles britanniques, ben, dans le fond, c'est sûr que je me disais qu'elle allait potentiellement avoir plus une façon de parler qui était un peu typique. Donc, et puis peut-être des référents qui sont quand même un petit peu plus intéressants à découvrir dans leur langue originale. Donc, je suis passée en mode langue originale, mais dans les deux cas, je pense que j'aurais pu le terminer en français, ça aurait été parfait. Cela dit, la version audio que j'ai fini par écouter, donc Listen to the Moon, pour au moins la moitié du livre à peu près, était super bien faite. Là, je vais vous mettre la vignette pour la version audio. Arrêtez-vous pas, la couverture est affreuse en anglais. Là. Je sais pas comment ça se fait qu'on fait des couvertures affreuses comme ça. J'aime beaucoup mieux la couverture en français, puis ça vous en dit beaucoup plus aussi. C'est beaucoup plus c'est plus évocateur de l'ambiance, en fait, vraiment du livre, là, absolument sans hésiter. Mais bon, voilà. Alors, écoutez, je dirais que c'est peut-être pas un coup de cœur, mais presque, c'est tellement un livre qui m'a laissé... Il y a des moments qui m'a amené dans un tourbillon d'émotions. Ça m'a laissé avec un bien-être, une espèce de bienveillance, dans le fond, qui demeure malgré le fait que je l'ai terminé. En même temps, il y a des grands bouts qui sont terrible parce que c'est la fameuse bêtise humaine des années de la Première Guerre mondiale. Puis il y a des bouts où on trouve que c'est juste affreux, puis c'est même pas qu'est-ce qui se passe à la guerre finalement qui est le pire, c'est comme comment les humains réagissent au quotidien. Donc il y avait quelque chose de très, je sais pas, ça résonne facilement en nous, ce livre-là. Puis en plus que c'est présenté, si j'ai bien compris, je ne sais pas si c'est la réalité, mais si j'ai bien compris, ça serait une histoire potentiellement que l'auteur, en fait, aurait... en fait, qui se serait passé un peu dans la famille de l'auteur. Donc, c'est l'histoire de Lucy Lust. Puis c'est quelque chose sur lequel il aurait comme eu envie de travailler pendant une bonne partie de sa vie. Donc, si c'est le cas, ça ajoute encore plus à la valeur de tout ça.
Mais sinon, en tant que tel, ça reste une histoire extraordinaire. Extraordinaire et en même temps terrible parce que, bon, évidemment que le naufrage du Lusitania qui a été bombardé, c'est sûr que c'est pas quelque chose de joyeux. Mais non, vraiment, j'ai adoré ça. Ça sera pas mon dernier Michael Morpurgo. J'y arrive tellement tardivement. Tout le monde est déjà rendu depuis super longtemps. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Alors, superbe lecture, donc, que je viens de terminer. Et ben, je voulais montrer deux petites choses. Je voulais vous montrer. Hier, finalement, je suis allée à la nouvelle bibliothèque dont je parlais, qui est la bibliothèque qui se trouve à Boucherville. C'est un super bel espace. Vous avez vu les petites images. Puis, la collection a l'air quand même pas mal. C'est sûr qu'il y a beaucoup de livres qui sont... Ce qui reste sur le rayon, c'est ce qui circule pas. Donc, c'est sûr que ça nous donne moins une idée de qu'est-ce qu'il y a. Mais j'ai regardé, puis il y avait une giga sélection de BD. Donc, c'était un peu ça, je vous avais dit, là, qui me permettait absolument de potentiellement trouver ça intéressant de m'installer dans cette espèce de petit espace-là, finalement. Donc, on va voir, parce que c'est quand même une bibliothèque qui est beaucoup plus proche de chez moi que l'autre. Donc, je vais essayer de voir si je peux peut-être faire la migration. Mais, tu sais, j'ai encore un attachement à la facilité à laquelle je peux avoir accès aux documents dans les bibliothèques de Saint-Jean, parce que c'est un réseau, donc comme je vous dis, ils ont plus de budget. On peut faire des suggestions d'achat même quand le livre vient comme juste de paraître. Donc, c'est quelque chose quand même qui est intéressant, mais bon, on va voir. C'est quand même un super beau livre, fait que j'espère que ça vous fait plaisir de faire la petite visite. Puis avant de vous montrer les livres de bibliothèque que j'ai empruntés, mais je sais pas si je vais vous les montrer finalement. Est-ce que je vous les montre? Ouais, je vais vous faire un mini book haul. Mais avant, je vais juste vous montrer un petit cadeau que j'ai eu parce que je n'ai pas fait de cadeau. Je ne ferai pas de petites vidéos pour les cadeaux que j'ai eu à Noël. Mais j'en ai un que mon amoureux m'a donné. Puis quand même un peu l'ivresse. Puis c'est trop cool. Puis je sais que c'est pas nouveau, mais regardez qu'est-ce que j'ai eu. Alors, a priori, ça ressemble à un livre, n'est-ce pas? Mais et non, c'est une lampe. Une lampe livre. C'est trop beau. Regardez ça. Et puis évidemment, quand on le referme, la lampe s'éteint. J'arrête pas de m'émerveiller avec cette lampe-là depuis que je l'ai ouverte ce matin. Donc, je voulais juste vous montrer parce que c'est trop chouette. Si jamais c'est quelque chose que vous trouvez, que ça fait longtemps qu'il circule, mais que peut-être que la personne à qui vous voulez l'offrir va trouver que c'est trop banal, ben sachez que moi, en tant que lectrice, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Alors, je vais juste aller m'étirer pour aller chercher les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque en essayant de ne pas écraser mon chat qui s'est casually s'est couché à l'arrière de moi, mais bon. Allez, je reviens. Et me revoilà. Me revoici. Donc, mon chat n'a pas bougé d'une... Ah, voilà, elle va finir par bouger, mais elle était encore là quand je suis arrivée. Alors, tout d'abord, ce que j'ai emprunté, j'ai décidé de me faire cette série-là parce que je l'ai vu beaucoup passer sur BookTube. Je l'avais vu passer quand c'est sorti, mais je n'étais pas sûre que c'est quelque chose qui m'intéressait. Mais dans le sens, oui, mais pas au point de les lire. Mais là, il y a un 5e tome qui est sorti et j'en ai entendu parler beaucoup chez différents booktubers. Puis, j'ai décidé de me faire les deux cycles de la série L'Adoption. Donc, ici. Donc, L'Adoption, c'est de Zidro et Monin. Il y a 2 tomes par cycle. Donc, le premier cycle, c'est Kinaya. Le premier tome, c'est Kinaya. Et le second, c'est La Garoua. Puis, dans le second cycle, le premier tome, c'est Wajdi. Et le second tome, c'est Les Repentirs. Donc, ça me semblait vraiment intéressant. C'est publié chez ces collections Grand Angle, mais je pense que c'est Jungle maintenant que la collection Grand Angle, il me semble. Puis c'est ça. Bien, évidemment, sans surprise, c'est une histoire qui parle... Bambou, les éditions Bambou. C'est une série qui parle d'adoption, sans surprise. Et je trouve ça super intéressant. Famille de cœur, dans le fond. Famille biologique versus famille de cœur. Puis j'avais envie vraiment de voir à quoi ça pouvait ressembler. Je vais vous montrer un peu à quoi les illustrations peuvent ressembler. Ça semblait des illustrations qui étaient assez tendres. Je trouvais ça vraiment intéressant, même à l'arrière, quand on voit ici. Donc, il y a ça que j'ai emprunté. Et il y a une espèce de petit objet littéraire non identifié que j'ai décidé d'emprunter puis que j'ai déjà vu passer. Puis je ne sais même pas si je l'ai peut-être déjà lu. Ça date de 2018. Mais bon, c'est pas grave. C'est ici bilingue, en fait, je crois. C'est un livre qui est paru, ça dit à l'arrière, qui est paru à l'origine en 2010, sous la forme d'un zine. En fait, il appelle ça tirage confidentiel, mais j'ai l'impression que c'est plus sous forme de zine. Puis c'est une espèce de... c'est dur à décrire, mais je pense que c'est une espèce de poésie BDesque sans parole.
Et l'auteur, dans le fond, de cette bande dessinée-là, c'est aussi l'auteur de Myland et de Nunavik chez Pow Pow et de Petit Guide du plan Nord chez Lotte Cravant. Donc, c'est ici. C'est Iceberg. Et c'est de Michel Hellman. Et ça raconte l'histoire de le 21 janvier 1968, un bombardier américain qui s'écrase dans l'océan Arctique et qui déverse des substances radioactives des bombes H qu'il transporte. Donc, et c'est quelque chose, je ne vais pas tout le montrer parce que je ne veux pas vous divulgacher. D'ailleurs, si je comprends bien, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est en Inuktitut. Le titre est en Inuktitut. Je ne sais pas si on dit Inuktitut ou Inuktitut. Je vais vérifier si je le sais. Je vais essayer de vous le mettre en note. Et en fait, au départ, dans le fond, on a toujours ça ici. Ça veut dire iceberg, si je comprends bien, parce que ça ressemble vraiment au même titre qu'au début. Et on a toute une entrée ici, en matière, qui est en Inuktitut. Et je pense que c'est ce qu'il dit à l'arrière, parce que je semble détecter quelque chose comme 21 1968, B-52. Donc, ça semble être l'affaire des trucs américains. Il n'y a pas de traduction, donc c'est bon, c'est correct. Puis, ça ressemble un peu à quelque chose comme ça, à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une espèce de poésie visuelle qui raconte un terrible événement qui s'est passé en Arctique en 1968. Puis, j'étais vraiment intriguée. Donc, c'est mon mini book haul de Nouvelle Bibliothèque. Et sur ces bonnes paroles, je vais clore le vlog qui va être encore une fois interminable, mais vous êtes rendus habitués. Parce que là, si j'en fais un par semaine, il va falloir que je me réhabitue à faire des durées qui sont acceptables. Alors, j'espère que ça vous a plu cette semaine-là à m'écouter. Je sais pas, est-ce que vous avez reçu des livres finalement à Noël, vous, ou pas? Est-ce que vous faites partie des gens qui en reçoivent pas parce que les gens qui vous connaissent ont peur de trop vous donner des doublons? Ou non? Alors, je n'ai pas pour le mettre en commentaire si vous en avez reçu, puis c'est quoi, je suis bien curieuse. Sinon, j'espère que vous avez peut-être eu le temps de lire ou pas, selon ce qui vous tentait. Moi, je viens de passer presque une journée plongée dans ma lecture, dans mon fauteuil confortable auprès du foyer. Donc, après une bonne course dans le froid, pour moi, c'est vraiment l'idéal, ça. Mais je ne sais pas, vous, dans votre cas, est-ce que vous avez eu l'opportunité? Avez-vous eu quelques petits congés? Est-ce que vous avez vu de la famille et tout? Sinon, si c'est le cas, puis ça vous tente, j'espère que vous allez avoir des belles lectures à venir ou passées. Puis est-ce que vous pensez déjà à votre première lecture pour 2025? Donc, gênez-vous pas pour jaser de tout ça en commentaire. Puis de toute façon, d'ici à ce qu'on se revoit, voilà. J'espère surtout que vous aurez du plaisir à lire le cas échéant. Puis nous, on se dit à la prochaine!